le vaste monde est mon champ. Une phrase qui ne vous dit sûrement rien, mais qui vous dira peut-être plus à la fin de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 4e numéro d'Histoire d'attraction. Après s'être aventuré au cœur des terreurs de l'an 1000, au fin fond de la conquête de l'Ouest, et dans la Vienne, très gros contraste de paysage, il est temps pour nous de se poser dans un épisode un peu plus chill en cette fin d'année, et de parler de quelque chose de plus particulier. Dans ces premiers épisodes, je vous ai parlé de l'histoire de la conception de certains parcs d'attractions ou encore de certaines attractions. Mais je ne me suis pas beaucoup attardé sur les gens qui les créent ou encore les dirigent. Les créateurs d'attractions ou de parcs ne sont pas forcément connus du grand public, hormis peut-être quelques exceptions comme Walt Disney par exemple, ou encore en France René Monory pour le Futuroscope. Mais chez les fans de parcs d'attractions et les personnes travaillant dans le milieu, certains noms résonnent fortement, et dans le cas de cet épisode, quand je dis nom, je parle de nom de famille. La transmission familiale est déjà bien présente dans l'univers forain, qui a beaucoup contribué à la naissance des parcs d'attractions. Et certains parcs ont été créés et sont dirigés par des familles. En exemple de ce que je viens de dire, je vous propose de partir à la découverte de la famille Mack. Ça ne vous dit peut-être rien, mais celle-ci a non seulement fourni et fournit toujours aujourd'hui des attractions à des parcs du monde entier, mais elle a aussi créé et dirige toujours l'un des parcs européens les plus célèbres, qui d'ailleurs est pas mal apprécié par nous les Français, Europa Park en Allemagne. Mais comment cette famille en est arrivée là ? Eh bien pour le savoir, remontons de très nombreuses années en arrière. Nous sommes en 1780. Ça n'est pas une blague, et bien évidemment à cette époque, Europa Park est encore loin de voir le jour. Mais c'est à cette période-là qu'un certain Allemand nommé Paul Mack crée un atelier de chars et de roulottes situé à Waldkirch, dans le land du Bade-Württemberg, non loin de la frontière franco-allemande. Au fil des années, l'atelier devient une affaire familiale, avec Johann, le fils de Paul, qui reprend le savoir-faire de son père en 1787. À cette période, la mode des transports est dédiée à la diligence et aux calèches, ce que Johann comprend et décide d'en faire une spécialité dans l'atelier. Mais vous allez sûrement me dire, quel est le rapport entre ça et Europa Park ? Eh bien, hormis le nom de famille et la localisation de l'atelier qui a son importance, pas énormément de choses pour le moment. Mais c'est à partir de 1799 que les choses deviennent vraiment intéressantes. Avec son savoir-faire dans les transports, la famille Mack se rapproche d'une culture qui sera déterminante pour eux, le monde forain. C'est en proposant notamment des voitures de transport d'orgue que les Mack font leurs premiers pas dans le milieu, et y trouvent progressivement de nombreux clients. Le long des décennies, par le succès de ce type de transport, l'entreprise familiale se développe, mais se rapproche aussi de plus en plus du monde forain. Les Mack commencent alors à se diversifier, notamment à l'approche du XXe siècle, en travaillant pour des cirques, mais aussi en contribuant dans la construction de manèges, comme des carrousels. Et c'est au début du XXe siècle que leur expertise dans le monde des manèges progresse significativement. À cette époque, l'entreprise familiale est gérée par Heinrich Mack, et celui-ci va diriger la construction de la toute première montagne russe de l'atelier, un roller coaster en bois transportable qui voit le jour en 1921. Un grand pas pour les Mack, qui vont aller de plus en plus loin dans le domaine et affirmer leur spécialité. Et d'ailleurs, une quinzaine d'années plus tard, en 1935, au-delà du fait que l'entreprise vend ses services dans toute l'Europe, la famille Mack affirme son identité. Elle va créer un logo pour l'entreprise, constitué d'un globe terrestre dominé par une roulotte, accompagné d'un leitmotiv. Alors, préparez-vous pour un allemand incroyable de ma part. Die Weltwelt ist mein Pferd, qui signifie « le vaste monde est mon champ ». Une phrase qui fait beaucoup référence à cet esprit forain de parcourir le monde et qui aura d'autres significations au fil du temps. Le slogan est également accompagné d'une seconde phrase. Seul ce qui est vraiment bon se démarque et reste au sommet. Alors, ne me demandez pas de le dire en allemand, non. Mais cette phrase aura aussi son importance. Et par ailleurs, pour information, avec sa spécialisation dans les manèges, l'entreprise familiale porte aujourd'hui le nom de Mack Rides. Mais retournons à son histoire. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Franz Mack, fils de Heinrich, prend la relève de l'entreprise familiale, accompagné de ses frères Willy et Hermann. L'atelier grandit, où travaillent désormais une cinquantaine de personnes. L'ambition des manèges évolue, notamment en 1951, où les Mack proposent un nouveau prototype de montagne russe conçu par le père de Franz, les Bobsleigh Coaster,
des trains roulant sur des sortes de demi-tunnels, tout simplement comme des bobsleighs. Une nouveauté qui va devenir une des spécialités de l'entreprise en termes de roller coaster. L'ambition évolue aussi sur la clientèle des Mack, en allant l'année suivante traverser l'Atlantique pour conquérir les États-Unis. L'activité de l'entreprise part alors à l'échelle mondiale, renforçant encore plus le leitmotiv. Du côté familial, Franz donne à cette période naissance à 2 garçons, Roland en 49 et Jürgen en 58. Tous les deux grandissent dans la maison de Franz, située dans le terrain de Mack Rides. Bon, je pense qu'avec tous ces noms, j'en ai peut-être perdu certains d'entre vous. Je pense que c'est le moment de faire un récap. Heinrich, qui a dirigé la création de la première montagne russe Mack, est le père de Franz, qui a pris la relève de l'entreprise et qui est le père de Roland et Jürgen. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Très bien, parce que c'est là que rentre en jeu un événement qui va changer à jamais l'histoire de cette famille. Début des années 70, un avion décolle des États-Unis pour rejoindre l'Europe. À bord, Franz est accompagné de son fils aîné Roland. Tous deux reviennent d'un voyage américain. Et c'est dans cet avion qu'ils mettent en lumière une idée, celle de créer leur propre parc d'attractions. Un moyen non seulement de créer leur univers, mais aussi de servir de vitrine pour les attractions Mack auprès du monde entier, à savoir que Mack Rides et leur futur parc d'attractions seraient 2 entreprises différentes. Les idées fusent dans l'avion, des premiers croquis se font avec ce qu'ils ont sous la main, et c'est alors qu'est né le projet du parc d'attractions Europa Park. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. Vous pensez sûrement que le nom Europa Park vient du fait que le parc est basé sur le thème de l'Europe. Eh ben oui, mais non en fait. En vérité, ce nom provient du lac Europacé, qui signifie lac de l'Europe. Un plan d'eau situé dans la première idée d'emplacement, la commune de Bressart, non loin de la frontière franco-allemande. Mais pour des problèmes d'autorisation, Europa Park ne s'installe pas là-bas. Cependant, un beau jour, Roland, de retour de l'université, fait la découverte d'un village de pêcheurs non loin de la frontière franco-allemande, Rust. Une rivière, des haies, un édifice nommé le Château Balthazar, c'est un paysage rêvé pour la famille. C'est décidé, Franz, accompagné de sa famille, s'implante à Rust pour réaliser ce projet de rêve. Mais ce rêve, certaines personnes ont du mal à y croire. Les investisseurs croient peu en cette idée de parc d'attractions, qui semble peu crédible pour l'époque. Et les journalistes n'hésitent pas à faire des articles critiquant le projet, sans un grand enthousiasme. Néanmoins, les Mack peuvent compter sur certains amis forains qui croient au projet, décidant de les aider pour obtenir les fonds nécessaires. De plus, Franz arrive à trouver un compromis avec une prison locale afin que de nombreux prisonniers qui veulent changer d'air viennent sur le parc en échange de travail en tant qu'ouvriers. Un avantage économique intéressant. Le feu vert est lancé, la famille fait l'acquisition du château Balthazar dans la condition où tous les habitants de Rust peuvent avoir un accès gratuit au parc, et les travaux, d'une durée de 2 ans et 3 mois, font leur apparition. Bien que Franz ait conçu le parc, celui-ci est trop occupé à gérer l'activité de Mack Rides. Il fait donc appel à un de ses amis, Otto Thiemann, pour s'occuper de l'exploitation du parc. Mais malheureusement, ce dernier décède 3 mois avant l'ouverture du parc, ce qui est un chamboulement pour les Mack. Malgré tout, la famille Mack se relève de cette tragédie et l'aventure du parc continue. C'est alors qu'intervient le fils aîné Roland, âgé à ce moment-là de 25 ans, qui prend la direction de l'exploitation du parc. Leur rêve commence donc à se concrétiser. Et le 12 juillet 1975, Europa Park ouvre officiellement ses portes au public. L'inauguration se fait en grande pompe et toute la famille est réunie pour mener à bien le déroulement de cette première journée. Roland Mack, pour célébrer le moment, conduit le train western pour un petit tour, un train panoramique toujours en service d'ailleurs à Europa Park. Pendant sa première saison, le parc accueille 250 000 visiteurs. Et Roland décide de se marier avec sa femme Marianne à une chapelle créée dans l'enceinte d'Europa Park. Quasiment tous les ans, le parc propose des nouveautés,
notamment des nouvelles attractions conçues par l'atelier Mack Rides à Waldkirch. Mais j'en parlerai plus tard. La question surtout au départ, c'est pourquoi un train western dans une thématique européenne ? Eh bien en vérité, même si de plus en plus d'attractions sont posées, la cohérence entre ces dernières au début de l'aventure du parc n'a pas lieu d'être. Europa Park n'est pas encore basé sur l'Europe, et il n'a à ce moment-là pas de thématique particulière. C'est en s'inspirant de son nom que quelques années plus tard, le parc développe son univers européen. Les Mack décident alors de faire appel à un scénographe allemand nommé Ulrich Damrau, afin d'imaginer au fil des années des quartiers pour les parcs inspirés des pays européens. Le but n'est pas ici de mettre particulièrement en avant un gros monument ou des zones célèbres, mais plutôt de créer un quartier unique, original, inspiré de l'architecture et de la culture du pays. Et c'est en 1982, après que Roland ait fait intermédiaire pour trouver des compromis entre l'ambition artistique d'Ulrich et l'ambition économique de Franz, que la première zone thématique du parc voit le jour, le quartier italien représentant une piazza de la Renaissance italienne. C'est alors le début d'une concrétisation majeure du parc, renforçant encore plus l'ambition des Mack à travers ce projet de parc. Les années suivantes, les nouveaux quartiers continuent progressivement d'arriver. Suisses, hollandais, français. À cela s'ajoute l'installation d'une tour panoramique permettant de voir même la France depuis Europa Park. L'ouverture de cette attraction est symbolique sur la thématique d'Europa Park, rassemblant des journalistes suisses, allemands et français. Une phrase est d'ailleurs conclue à ce moment par les invités de l'inauguration de la tour. La liberté est sans frontières au-dessus des nuages. La thématique de l'Europe et l'exploration des pays est ainsi de plus en plus forte dans le parc, donnant de nouvelles significations au fameux leitmotiv « Le vaste monde est mon champ ». Mais en ce qui concerne la suite du leitmotiv « Seul ce qui est vraiment bon se démarque et reste au sommet », l'enjeu se déroule plutôt du côté des nouveautés d'attraction, ainsi que de l'atelier familial à Waldkirch. Le long des nouveautés chaque saison, notamment avec l'arrivée des quartiers thématiques en 82, Europa Park installe régulièrement des nouvelles attractions Mack. On peut prendre l'exemple en 84 de l'ouverture de l'attraction l'Alpen Express, un powerhead coaster de Mack Rides, une montagne russe possédant un moteur directement dans les trains, comme je vous parlais dans le premier épisode sur le Transdemonium. Les powerhead coasters vont devenir par la suite une spécialité des Mack qu'ils vont vendre à de nombreux autres parcs. L'année suivante, en 85, Franz reprend le prototype de bobsleigh coaster de son père pour proposer une nouvelle version, encore plus ambitieuse, dans le quartier suisse d'Europa Park, ce qui va faire évoluer cette spécialité d'atelier. Et de ce fait, pour l'anecdote, la fameuse attraction La Trace du Jura au parc Astérix, un bobsleigh coaster, a bel et bien pris forme dans l'atelier de Waldkirch. Et en 89, une nouvelle attraction association forte familiale conçue par Mack Rides s'installe dans le quartier français, devenant un des monuments du parc, Eurosat. Imaginé par Franz à partir d'une maquette, ce qui ne se fait plus trop à l'heure actuelle. Eurosat est une montagne russe en intérieur qu'on appelle Indoor Coaster, couverte par un immense bâtiment sphérique composé de 1504 triangles argentés. Pour réussir à intégrer la montée du coaster dans le bâtiment, Franz a repris un concept de montée en spirale pensé par son père dans les premières montagnes russes des Mack en 1925. Et également d'autres attractions en provenance de Mack Rides et ainsi d'autres spécialités, comme un manoir hanté, des manèges familiaux, des montagnes russes à petits véhicules et virages serrés appelés Wild Mouse, des attractions à siège rotatif nommées Spinning Coaster, des attractions mélangeant roller coaster et manège aquatique, un mélange de nouveautés mais aussi des reprises de premières inventions Mack. Bref, vous l'aurez compris, l'installation des manèges Mack dans le parc des Mack a non seulement pour but de créer des attractions sur mesure innovantes pour Europa Park, mais aussi de montrer au monde entier les spécialités de Mack Rides dans une vitrine grandeur nature. Au fil des années, les nouveautés sont de plus en plus ambitieuses, et avec parfois des sensations de plus en plus fortes. Mais ces sensations restent assez familiales, et les Mack doivent sortir le grand jeu pour inviter les plus téméraires à Europa Park. C'est en 2002 que les Mack inaugurent alors l'une des attractions les plus célèbres du parc, le fameux Silver Star. Une hauteur de 73 mètres, une descente de 67 mètres, la qualifiant d'hyper-montagne russe, une vitesse maximale de 127 km/h, une silhouette visible à des kilomètres surplombant le parking du parc. Avec cette nouvelle attraction située dans le quartier français, Europa Park remporte pendant 10 ans le record du plus haut roller coaster d'Europe. Mais cette nouveauté n'est qu'une victoire en demi-teinte pour les Mack. Car même si l'attraction permet au parc d'attiser la curiosité de potentiels visiteurs particulièrement intéressés par les sensations les plus fortes,
ce n'est pas une réussite pour Mack Rides, tout simplement parce que ce n'est pas elle qui a conçu le Silver Star. Ce roller coaster a été réalisé par Bolliger et Mabillard, une autre entreprise de conception de montagnes russes située en Suisse, particulièrement réputée pour ses circuits impressionnants aux sensations très fortes. Mack Rides, à cette époque, n'a pas de modèle aussi sensationnel. C'est alors qu'un problème se pose, celui de la concurrence, et l'entreprise familiale subit une perte de vitesse. Il faut innover, sinon l'atelier à Waldkirch ne se démarquera plus. Mais en 2005, une nouvelle personne intègre l'équipe de Mack Rides et il s'agit de Michael, un des enfants de Roland. En voyant l'enjeu dans l'entreprise familiale, une initiative est proposée par Michael afin de se lancer dans la conception d'un prototype de rollercoaster inédit pour Mack Rides, permettant de défier la concurrence. Une invention qui est basée sur 2 nouveautés pour l'entreprise. La propulsion du train sur rail, qu'on appelle launch, mais aussi les figures mettant le passager à l'envers, autrement dite inversion à 360 degrés. Que le grand public appelle looping, sauf qu'en vérité, un looping n'est qu'une partie des différentes catégories d'inversion à 360 degrés. Mais ça reste la figure la plus célèbre, que les Mack utiliseront de manière particulièrement ambitieuse, vous allez voir. C'est alors que Michael s'embarque dans un projet de nouvelle attraction pour Europa Park dans le quartier islandais, en reprenant ce nouveau prototype de montagne russe, et celui-ci est nommé Blue Fire Mega Coaster. Et avec l'enjeu du projet, Michael sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Mais avec sa propulsion sur rail au début allant jusqu'à 100 km/h, ainsi que ses 4 inversions comprenant un looping de 32 mètres de haut, l'attraction est une réussite explosive pour les Mack à son ouverture en 2009. Mack Rides, en exposant cette nouvelle innovation, est directement propulsé tel le Blue Fire parmi les leaders des entreprises de conception d'attractions. Le modèle fait un tel succès qu'au fil des années, celui-ci est le sujet de duplication et de déclinaison par l'entreprise pour être vendu à des parcs du monde entier. Un an après cette grande réussite, en 2010, Franz Mack, alors âgé de 89 ans, quitte ce monde. C'est soulagé de l'avenir de l'entreprise familiale et d'Europa Park, qui fut l'œuvre de sa vie, que l'un des fondateurs du parc s'éteint. Une statue lui rendant hommage, accompagnée d'un cheval de carrousel, est inaugurée dans le quartier allemand. Mais même si l'homme à l'origine des nombreuses premières attractions du parc n'est plus là, celui-ci peut compter sur ses fils Roland et Jürgen, ainsi que ses petits-enfants Anne-Catherine, Michael ou encore Thomas, pour mener à bien l'avenir du parc ainsi que de l'entreprise Mack. Les nouveautés s'enchaînent à Europa Park, comme des manèges, zones, hôtels, jusqu'à même créer un parc aquatique. Et les innovations vont de l'avant dans l'activité des Mack, avec le développement de nouveaux secteurs de spécialisation, notamment sur le contenu média pour proposer par exemple des expériences VR ou des attractions mélangeant rails et écrans. Des innovations et un développement qui ont permis au fil des années de faire d'Europa Park un parc sans pareil, aux univers riches, accompagnés d'histoires passionnantes, et ces histoires, j'ai hâte de vous les raconter. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce 4e épisode d'Histoire d'attraction. Je pense vous avoir déjà dit pas mal de choses au sujet des Mack et d'Europa Park. Et pourtant, il ne s'agit que d'une partie de toute l'histoire passionnante des Mack et d'Europa Park. Si vous voulez en savoir encore plus, je vous invite notamment à vous rendre sur VJoy, une plateforme de streaming créée par les Mack, proposant du contenu sur Europa Park et d'autres choses autour du parc. Je profite aussi de cette fin d'épisode afin de vous remercier pour cette année 2022. Une année où a pris forme Histoire d'attraction, un projet qui me tient particulièrement à cœur. Même si la communauté des spectateurs de ce podcast paraît actuellement petite comparée à d'autres contenus, je suis déjà très reconnaissant et content d'avoir des gens qui prennent le temps d'écouter ce qui est un des projets que je rêvais le plus de faire, partager ma passion, que j'ai depuis tout petit, les parcs d'attractions, à travers plein de choses que j'aime. J'espère que la suite vous plaira toujours, voire plus. Et pendant ce temps, si vous souhaitez soutenir Histoire d'attraction, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, à partager ou encore en parler autour de vous.
Ça serait un immense coup de pouce. Sur ce, c'était Benjamin, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.